La communauté internationale se réunit à Paris pour évoquer la conférence sur la Syrie, ce que vous devriez voir à l'image dans un instant, avec comme objectif de lutter plus efficacement contre l'État islamique. On va y revenir. Mais le premier titre ce soir, évidemment, c'est ce que vient d'annoncer à Zurich le président de la FIFA, qui ne l'est plus. Sepp Blatter vient d'annoncer qu'il démissionnait et que la FIFA allait procéder à de nouvelles élections. Évidemment, il agit sous la pression du scandale de corruption qui a éclaté il y a quelques jours avec la mise en cause de plusieurs hauts dirigeants. Et puis aujourd'hui, ce scandale avait connu de nouveaux développements. On va y revenir très largement, évidemment, puisque l'information est toute chaude. Cela vient d'être annoncé, donc une conférence de presse qui avait été convoquée à Zurich par la FIFA après de nouvelles révélations parues aujourd'hui dans la presse américaine mettant en cause le numéro 2 de la FIFA, le secrétaire général Jérôme Valk, dans une affaire qui tendrait à prouver que l'Afrique du Sud aurait payé un pot de vin de 10 millions de dollars après avoir obtenu l'attribution de la Coupe du Monde 2010. Bref, système de corruption généralisé. Sepp Blatter qui jette l'éponge, c'est l'information de ce début de soirée. On va vous faire entendre dans un instant, peut-être même tout de suite, l'annonce faite il y a quelques instants par Sepp Blatter, donc qu'il démissionne de la présidence de la FIFA. On va également vous expliquer comment tout cela s'est accéléré aujourd'hui, en revenant peut-être sur ces premières révélations parues tout à l'heure, donc dans la presse américaine. Alors, Daniel Haïk, heureusement, vous êtes là, bonsoir. Bonsoir. Vous avez suivi de très près ce dossier donc, de la FIFA depuis la semaine dernière. Donc on va dire que c'est la pression, c'est un homme politique finalement confronté à une pression trop forte qui démissionne ce soir. Oui, et la grande question que l'on peut se poser, c'est pourquoi Blatter n'a pas démissionné la semaine dernière? Pourquoi s'est-il représenté? Pourquoi a-t-il voulu aller jusqu'au bout? Et je crois qu'en voulant aller jusqu'au bout, il a attiré les foudres d'un peu tout le monde. Et quelque part, il a peut-être négligé un peu la détermination du FBI à aller jusqu'au bout dans cette enquête. Et lorsqu'il a vu que cette enquête remontait très près de lui, c'est-à-dire jusqu'à son numéro 2, eh bien, il a compris qu'il allait être touché. Et donc, finalement, ce retrait, c'est la constatation d'une mauvaise manœuvre de la part de Blatter la semaine dernière. Blatter aurait dit tout simplement, étant conscient de ce qui se passait, étant conscient il se croit, c'est-à-dire, on l'a déjà dit la semaine dernière, on avait le sentiment de parler à un dictateur qui se croyait au-dessus de toutes les lois, qui était à la tête de son propre État et qui se croyait invulnérable. Blatter n'est pas invulnérable, il a mal jugé la détermination du FBI à aller jusqu'au bout dans cette enquête et finalement il se retrouve obligé de démissionner. Alors on rappelle qu'il avait organisé en connaissance de cause l'élection, donc sa réélection vendredi dernier, ce qui avait déjà suscité beaucoup de réprobation à l'étranger, qu'il avait été élu, mais que le scandale n'était pas éteint pour autant. Je crois que ce qui est étonnant, c'est de voir à quel point, c'est-à-dire il a été réélu Blatter, dans la conjoncture dans laquelle il se trouvait, en sachant tous les soupçons qui pesaient sur son entourage, qui pesaient sur la FIFA, eh bien, il y a eu une majorité de membres de la FIFA qui ont quand même malgré tout, qui lui ont accordé leur confiance. Et ça, c'est quand même assez surprenant. Et ça implique, c'est déjà pose une question, la nécessité peut-être d'envisager une sorte de grand remue-ménage au sein de la FIFA pour vérifier comment on a pu en arriver là. Cela veut dire que ce n'est pas seulement Blatter qui est à la tête d'un système, apparemment d'un système de corruption, c'est que tout le monde y a goûté à ce gâteau-là, et en tout cas au moins ceux qui l'ont soutenu. Et donc cela suscite beaucoup d'interrogations et peut-être déjà un questionnement concernant la nécessité de faire le ménage un peu au sein de la FIFA. Alors voilà, c'est ce qu'on attend effectivement maintenant. On parlera évidemment de l'avenir finalement de cette FIFA, de nouvelles élections. On devrait également vous faire dans un instant écouter évidemment Sepp Blatter. On a aussi peut-être cette explication de ce qui s'est passé, des derniers développements justement de cette affaire de la FIFA. C'est ce qui a été révélé aujourd'hui par le New York Times qui donc a fait état d'un versement qui émane de l'Afrique du Sud après l'obtention de la Coupe du Monde 2010. Le récit de cette affaire, cette goutte d'eau qui a sans doute fait déborder le vase de la FIFA aujourd'hui avec la démission de Blatter, c'est signé Joseph Emmanuel. Les affaires s'enchaînent au sein de la FIFA. Et c'est un Français qui pourrait aujourd'hui être la prochaine cible de la justice américaine. Jérôme Valk, secrétaire général de la FIFA, est mis en cause pour un transfert de 10 millions de dollars. Un transfert en rapport avec le possible achat de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud.
La justice américaine examine cette lettre du gouvernement sud-africain et adressée à Jérôme Valk. Une lettre dans laquelle l'Afrique du Sud demande à la FIFA de verser 10 millions de dollars à la CONCACAF, la Confédération de football des Amériques. Une somme payée à Jack Warner, l'ancien président de cette CONCACAF, pour peut-être le remercier d'avoir voté pour que la Coupe du Monde ait lieu en Afrique du Sud. Mais cette somme a été payée par la FIFA et non par le gouvernement sud-africain, car ce dernier n'aurait pas eu de quoi payer. La FIFA aurait alors signé le chèque à la place de l'Afrique du Sud et le pays aurait accepté de ne pas recevoir l'aide financière que chaque pays organisateur est en droit de recevoir. La FIFA reconnaît le virement des 10 millions de dollars, mais dédouane M. Valk et invoque la mise en place d'un programme de développement de la diaspora africaine dans les Caraïbes. Un système complexe de rémunération sous l'égide de la FIFA. Beaucoup s'interrogent aujourd'hui quant à de prochaines mises en cause au sein de la CONCACAF. On ne sait pas, ce sont les autorités et elles nous ont dit l'autre jour lors de la conférence de presse du département de la justice que l'enquête n'était pas finie, donc je ne sais pas. Et la justice américaine veut savoir. Selon le New York Times, ce virement effectué 2 ans avant la tenue de la Coupe du Monde en Afrique du Sud pourrait être un élément central du scandale de corruption qui engloutit le football mondial et ses dirigeants depuis une semaine. Jérôme Valk n'est pour l'instant pas inquiété par la justice, contrairement à 14 hauts dirigeants de la FIFA. L'instance fait face depuis une semaine à la plus grande tempête judiciaire et médiatique de son histoire. Malgré les appels à sa démission, M. Blatter, non inquiété par la justice, a été réélu vendredi pour la 5e fois et il ne croyait pas si bien dire quand, dans son discours d'investiture, il annonçait de mauvaises nouvelles à venir. Il n'aura fallu que 3 jours pour qu'un nouveau scandale de corruption ébranle la richissime institution de football, mais celui que certains considèrent comme aussi puissant qu'un chef d'État a promis de ramener son instance à la place qui doit être la sienne pour laisser à son successeur une FIFA plus forte. Voilà, ça c'était évidemment il y a quelques heures avant donc cette décision qui vient d'être annoncée donc de la démission de Sepp Blatter de la présidence de la FIFA. On peut dire que là ça s'est rapproché trop près de lui. Et je crois qu'on n'est pas au bout de nos peines à ce niveau-là. On va avoir des révélations au fur et à mesure. Plus le temps va passer, plus on va apprendre, on va découvrir des éléments sur ce qu'on appelle le système Blatter. Et je crois que là on parlait de la Coupe du Monde de 2010, mais il faut certainement s'attendre à ce qu'on ait des révélations sur comment la Russie a obtenu le tournoi de 2018 et comment le Qatar surtout a obtenu la Coupe du Monde de 2022. Là aussi, je pense qu'on va aller de révélation en révélation au cours des prochains jours. Avec peut-être des remises en cause possibles, on verra, puisqu'il y aura de nouvelles élections. Ça, on va en parler dans un instant avec vous, Daniel Haïk. Mais on accueille d'abord Rudy Saada, bonsoir, spécialiste des réseaux sociaux. Car on imagine que les réseaux sociaux se sont emballés là depuis quelques minutes. Oui, c'est tout frais. Hein. Depuis quelques minutes, les amoureux du foot se réjouissent réellement, clairement de cette nouvelle. Et puis d'autres appellent réellement aussi à la démission de tous ceux qui ont soutenu Blatter, c'est-à-dire de faire tomber tout le système Blatter. Car faire tomber Blatter n'est qu'une étape vers ce grand ménage qui doit être fait à la FIFA. Donc beaucoup disent que ceci n'est effectivement qu'une étape dans la réorganisation de cette organisation. Ouais. Il y a déjà des réactions de personnalité ou pas sur les réseaux? Pour l'instant, non. Beaucoup de photos de Michel Platini avec le sourire, mais pour l'instant, pas de réaction officielle. Ça date d'il y a quelques minutes. Mais en tout cas, Blatter a dit, beaucoup en fait font le rapport entre ce que disait Blatter à sa réélection samedi en disant qu'il y a une super bonne ambiance, que tout s'était très bien passé, c'est-à-dire la méthode Coué, et ce qu'il vient de dire en conférence de presse, c'est-à-dire qu'il n'avait pas le soutien de tout le monde du football. Donc on a beaucoup de citations qui datent de samedi et qui sont complètement en adéquation avec ce qui se passe aujourd'hui. Merci Rudy Saada, vous suivez de près ce qui se passe, vous revenez tout à l'heure nous faire un nouveau point sur les réactions qui ne vont pas manquer évidemment parce que c'est quand même un coup de tonnerre dans le monde du football. Il faut maintenant ici envisager l'avenir parce que de nouvelles élections vont être organisées, Daniel Haïk. Et là, alors effectivement, on peut se demander quel type de candidat va choisir la FIFA maintenant. Il va falloir comment soigner la FIFA et qui est capable d'être le médecin miracle de la FIFA. Et je crois que là, il semble se préciser une réponse assez claire. Il est clair que ce ne peut pas être des hommes, on va dire des gens qui sont des fonctionnaires, de très hauts fonctionnaires comme Sepp Blatter, mais plutôt les médecins de la FIFA devraient être des anciens joueurs comme Michel Platini, qui
qui gère extrêmement bien l'UEFA, qui s'est opposé d'emblée au système Blatter lorsqu'il a découvert. Et c'est pour ça que la candidature de David Ginola ou d'autres joueurs, anciens joueurs comme Figo, Figo, de Luis Figo aussi, qui pourrait revenir sur le devant de la scène. pourrait être une bouffée d'air pour cette FIFA dans la situation dans laquelle elle se trouve. Ouais, ça marche bien effectivement à l'UEFA. C'est d'ailleurs un débat dans les grandes instances mondiales du sport. Il y a toujours ce clivage entre les bureaucrates, ceux qui viennent du monde politique ou du marketing, et les joueurs. Et on soupçonne toujours les joueurs de ne pas avoir les capacités de gérer ce genre de grandes organisations. Or, Platini, avec son expérience à l'UEFA, a démontré qu'il pouvait le faire et a changé un petit peu la donne. Ouais, c'est vrai que c'est un exemple de réussite. Effectivement, est-ce que ce sera la même chose pour la FIFA, qui est une grosse machine, beaucoup plus importante que l'UEFA? Ce sera peut-être quelque chose d'envisageable. En tout cas, on va reparler de tout cela. On vous fera entendre Sepp Blatter dans un instant, sa déclaration qui vient d'être formulée depuis le siège de la FIFA à Zurich. Et puis vous, Rudy Sada, vous revenez nous voir avec d'autres réactions. Merci Daniel Haïk. On aura également des réactions tout au long de cette soirée à vous faire entendre, évidemment, au fur et à mesure. Mais d'abord, donc, retour sur cette déclaration étonnante que vient de faire Sepp Blatter à Zurich. Aussi pour tous les membres du comité exécutif. D'ailleurs, je me suis battu pour ces changements. Et comme chacun le sait, mes efforts ont été contrés. Cette fois-ci, j'y parviendrai. Mais je ne veux pas y arriver tout seul. J'ai demandé à M. Domenico Scala de superviser la présentation et la mise en œuvre de ces mesures et d'autres initiatives. Élu par le congrès de la FIFA, M. Scala est le président indépendant de notre commission d'audit et de conformité. Il est également le président de la commission électorale ad hoc et à ce titre, il supervisera l'élection de mon successeur. Voilà donc Sepp Blatter qui se retire, 80 ans pour Sepp Blatter, élu en 98, règne quasiment et donc sans partage depuis, et donc l'édifice qui s'écroule aujourd'hui. On va y revenir, des réactions tout à l'heure. On va s'intéresser au reste de l'actualité en attendant, avec tout d'abord cette amende record qui vient d'être infligée au Canada à 3 fabricants de cigarettes. La justice les condamne à payer plus de 11 milliards d'euros à un collectif de victimes des méfaits du tabac. C'est une première dans ce pays. Julia Guénancien. Du jamais vu au Canada, 3 fabricants de cigarettes condamnés à verser près de 16 milliards de dollars canadiens à des dizaines de milliers de victimes québécoises du tabac. L'équivalent de plus de 11 milliards 300 000 euros, une somme infligée aux 2 tiers à Imperial Tobacco Canada, le reste à Rothmans, Benson & Hedges et à JT McDonald's. Il aura fallu 17 ans et 2 recours collectifs pour que justice soit rendue. Si aujourd'hui Lise est soulagée, elle dénonce toujours le mal qui a emporté son mari. Mais avez-vous pensé qu'est-ce que c'était une cigarette? Ça vous détruit, ça vous écrase, votre santé est complètement perdue avec ça. La Cour supérieure du Québec a retenu 4 accusations principales. Parmi elles, les manquements au devoir général de ne pas causer un préjudice à d'autres et au devoir d'informer ses clients des risques et des dangers de ces produits. La responsabilité des cigarettiers a été reconnue pour les emphysèmes, cancer du poumon ou cancer de la gorge de fumeurs ou ex-fumeurs québécois. Évidemment, ça a été un chemin qui a été très long, qui a eu de nombreuses procédures, mais nous sommes arrivés à destination et c'est une grande victoire pour les victimes et contre les compagnies de tabac. Mais les 3 multinationales condamnées ont immédiatement contesté le verdict. Selon elles, les risques associés à l'usage du tabac étaient connus depuis des décennies par les consommateurs et les gouvernements. La nouvelle séquence juridique qui s'ouvre avec l'appel des cigarettiers pourrait s'étaler sur plusieurs années, pouvant aller jusqu'à la Cour suprême. Quoi qu'il en soit, les 3 entreprises devront débuter le versement des dommages et intérêts et débourser plus d'1 milliard de dollars d'ici à fin juillet. En ligne avec nous, justement, depuis la France, Gérard Dubois, qui préside l'Alliance contre le tabac, qui évidemment connaît bien ce dossier. Bonsoir. Bonsoir. Vous nous confirmez, Gérard Dubois, c'est extrêmement difficile de condamner l'industrie du tabac à payer de telles sommes. Oui, imaginez qu'en France, le dernier jugement date de 2003 et qu'il avait été dit par la Cour de cassation française, c'est une monstruosité juridique, que le fumeur avait la totale responsabilité de ce qui lui arrivait et pire,
la Cour de cassation avait indiqué que l'industrie du tabac n'avait pas à informer de la dangerosité de ses produits parce que cela aurait nui à ses intérêts financiers. Je veux dire que la décision juridique québécoise est beaucoup plus intéressante parce que les trois grands cigarettiers, BAT, Philip Morris et Japan Tobacco, sont condamnés parce qu'ils connaissaient les risques et les dangers de leurs produits dès 1950. Ils ont banalisé les risques, ils les ont cachés, ils ont conspiré pour que l'information ne transpire pas et ils ont porté atteinte au droit à la vie, c'est-à-dire qu'ils ont été condamnés comme étant des meurtriers. Mais il y a toujours cette manière aussi de se défendre des cigarettiers qui disent oui mais alors là on porte atteinte au principe de responsabilité des adultes qui savent ce qu'ils font en allumant une cigarette. Eh bien là, chacun de ceux qui ont un cancer du poumon, un cancer de la gorge ou un emphysème vont avoir l'équivalent de 110 000 €. Ça ne compense pas totalement leur maladie. Cela témoigne du fait que l'industrie du tabac a une part de responsabilité. Bien sûr, l'individu a une responsabilité, mais l'industrie aussi. Et c'est cette responsabilité qui est compensée par cette décision judiciaire. C'était ce que nous recherchions en France et que nous ne sommes pas parvenus à obtenir. Merci Gérard Dubois. Je rappelle donc que vous présidez l'Alliance contre le tabac en France après donc cette décision. On va y revenir dans un instant, mais dans l'actualité économique, il y a aussi le dossier grec ce soir qui revient sur le devant de la scène. Athènes aurait présenté un plan pour régler la dette aux créanciers accompagné de réformes de son économie. Mais on ignore encore si cela va être suffisant pour garder la Grèce dans la zone euro. Elsa Bourg. 46 pages de concessions difficiles. C'est dans ces termes que le Premier ministre grec s'est exprimé pour qualifier le rapport proposé par la Grèce à ses créanciers internationaux. Des documents présentés dans la nuit et qui proposent un plan de réforme. Objectif du gouvernement grec, obtenir le déblocage d'un financement à court terme. Autrement dit, alléger le poids de sa dette tout en bénéficiant de nouvelles aides. Nous avons fait des concessions car tout compromis exige des concessions. Nous savons que ces concessions seront difficiles, mais nous avons présenté un plan réaliste pour que la Grèce sorte de la crise. Si ce plan est accepté par les institutions, par nos créanciers, par nos partenaires européens, il marquera la fin du scénario de division en Europe. Les représentants de la Commission européenne ont salué cet échange de documents et y voient un bon signe, mais pas de perspective d'accord pour l'instant. Les discussions sont arrivées à une phase critique car en l'absence d'accord avant la fin du mois, la Grèce n'obtiendrait pas de nouveaux prêts et serait en défaut de paiement. Mais dans les rues d'Athènes, on veut rester optimiste. Il y a sans aucun doute de l'optimisme des deux côtés, du côté européen et du côté grec. Une situation extrême n'est dans l'intérêt de personne. Par conséquent, nous devons être optimistes. Si elle n'est toujours pas tranchée, la question de la sortie de la Grèce de la zone euro est toujours d'actualité. Alors Lionel Friedfeld, bonsoir, bonsoir analyste financier. La Grèce donc tout d'abord, et on s'achemine, semble-t-il, véritablement vers un accord ? Alors effectivement, puisqu'une accélération des discussions, d'ailleurs hier soir, le Français François Hollande, l'Allemagne, le FMI, également Angela Merkel, mais également la Banque Centrale Européenne, ont eu un dîner secret, entre guillemets, en Allemagne, justement pour accélérer les négociations. La situation ne peut plus durer, notamment un compromis, on s'approche d'un compromis, notamment sous la pression de Jean-Claude Juncker et notamment de l'Union européenne. Il faut savoir que la Grèce doit rembourser 300 millions d'euros ce vendredi. Elle n'a pas l'argent dans les caisses. Et donc, il y a un défaut de paiement de la Grèce. Ça serait une catastrophe. L'Europe n'a plus le choix. Soit faire sortir la Grèce de l'Union européenne, soit l'aider et l'intégrer. Alors, on va maintenant parler de l'autre information dont on vient d'évoquer, c'est-à-dire cette condamnation énorme au Canada des cigarettiers. Ça paraît énorme, 11 milliards d'euros. Est-ce que ces cigarettiers peuvent supporter une telle somme à payer ? Alors, c'est le procédé des mesures. Pourquoi ? Déjà, pour le montant, vous venez de le mentionner, 11,3 milliards d'euros, près de 17 années, on va dire, de problèmes, de saga judiciaire, près d'1 million de victimes. Effectivement, que ce soit British American Tobacco, notamment le japonais ou Rothman, ils ont notamment les moyens, en tout cas, de faire appel. Ils ont effectivement de l'argent. La problématique est une problématique de santé publique, car en même temps, les États incitent notamment les résidents de chaque pays à ne pas fumer pour des raisons de problèmes justement de santé. Mais de l'autre côté, ils sont bien heureux de collecter notamment la TVA et les taxes et gagner énormément d'argent. Donc,
plus on s'achemine vers de grands procès, plus il y aura effectivement de très grands dommages-intérêts comme aujourd'hui dans cette affaire. Ça n'affecte pas la santé financière de ces géants du tabac, de telles condamnations? Ça va forcément affecter la santé financière, car on parle d'amendes de près de 11 milliards de dollars, c'est énorme. On s'en souvient déjà, en l'an 2000, c'est un juge californien qui notamment avait donné à un Californien à peu près de dommages-intérêts, à peu près de 50 millions de dollars. Philip Morris devait payer cette somme et a payé cette somme. Et donc, on s'achemine effectivement dans une espèce de dichotomie entre les États qui doivent demander à leur population de ne pas fumer pour réduire le risque sanitaire, et de l'autre côté, c'est de l'argent qui ne va pas rentrer dans les caisses de l'État. Merci Lionel Friedfeld, donc analyste financier. Comment vaincre l'État islamique? Pour l'instant, les frappes de la coalition internationale n'ont pas réussi à stopper son avancée en Irak et en Syrie. Et les pays concernés étaient réunis à Paris aujourd'hui à l'initiative de la France pour envisager une autre stratégie. Léa Berdugo. Une réunion au sommet sur fond de critiques de la part du gouvernement irakien. La coalition internationale contre le groupe État islamique est un échec. Ce sont les mots du Premier ministre irakien Haïder al-Abadi. Car depuis un an, et malgré les 4000 raids effectués par la coalition, l'organisation de l'État islamique ne cesse de progresser en Irak et en Syrie. Il y a beaucoup de mots mais peu d'actions sur le terrain, a regretté le Premier ministre irakien. Devant la presse, il a ainsi appelé à un plus grand soutien de la communauté internationale. Haïder al-Abadi devait expliquer sa stratégie pour reprendre les territoires irakiens sous contrôle djihadiste, notamment dans la province d'Al-Anbar. Une stratégie plutôt bien accueillie par les Américains. C'est un bon plan pour l'Irak, tant sur le plan militaire que politique. Nous soutenons ce plan qui vise à accélérer la formation et à équiper les tribus locales en coordination avec les autorités d'Al-Anbar, et aussi à renforcer l'approvisionnement en nouvelles armes et à recruter des fantassins pour l'armée irakienne. Dans une déclaration commune, la vingtaine de pays et d'organisations réunies à Paris ont apporté leur ferme soutien à ce plan d'urgence imaginé par l'Irak. Il vise notamment à accélérer le soutien aux combattants tribaux de la province d'Al-Anbar et également à garantir que toutes les forces opèrent sous le commandement et le contrôle du Premier ministre. Le ministre français des Affaires étrangères a lui rappelé que l'action internationale contre le groupe djihadiste était un combat de long terme. La situation en Syrie a également été évoquée. Les membres de la coalition ont appelé au lancement d'un processus politique sous l'égide de l'ONU pour établir la paix dans le pays. La stabilisation de l'Irak ne pourra être complètement achevée s'il n'y a pas une transition politique en Syrie, puisque maintenant les frontières ont été bouleversées. Et nous savons que Daesh agit d'un côté et de l'autre de la frontière. Daesh est un groupe mobile qui ignore les frontières, et la véritable course au chaos qui se joue en Syrie a donc un impact direct sur l'efficacité de l'action en Irak. Autre dossier brûlant, le nombre de combattants étrangers dans les rangs de Daesh. 60% selon le Premier ministre irakien. Les mots ont été fermes, il y a un problème international, il doit être résolu. Alors en ligne avec nous depuis Paris, Christian Mallard, notre consultant diplomatique. Bonsoir Christian. L'Irak qui a mis aujourd'hui la communauté internationale face à son échec dans la lutte contre le I. Oui, c'est le Premier ministre irakien Haïdar al-Abadi qui a donné le ton ce matin en déclarant haut et fort que la communauté internationale a échoué face à l'État islamique. Alors il n'a pas tort, mais il porte aussi ses propres responsabilités. Il n'a pas tort parce qu'en effet, en dépit des attaques aériennes répétées de la coalition, américains et autres partenaires, Daesh continue de gagner du terrain, à la fois en Irak et en Syrie. Et puis, autre problème, c'est que Barack Obama se refuse à changer de stratégie militaire, alors que des militaires de haut rang au Pentagone, à Washington, ne cessent de lui dire « il faut envoyer des troupes au sol ». Deuxième point, là où le Premier ministre irakien a tort, c'est qu'au moment où la communauté internationale ne cesse de lui dire il faut une stratégie en Irak, une stratégie militaire et politique de réconciliation nationale entre chiites majoritaires que vous représentez, sunnites et kurdes, pour mieux affronter Daesh sur le terrain et avoir une chance d'éradiquer l'État islamique. Le problème, c'est que le Premier ministre irakien, chiite, qui est sous la pression de Téhéran, refuse d'intégrer davantage les sunnites, qui ont toujours été considérés comme les grands ennemis depuis la chute de Saddam Hussein en 2003. Alors Christian, qu'a-t-on décidé concrètement dans cette conférence ?
Aujourd'hui, on a réaffirmé l'unité face à Daesh en décidant de renforcer les attaques aériennes pour mieux aider les troupes irakiennes au sol. Et puis aussi en décidant de l'envoi très rapide de nombreuses roquettes anti-chars. Maintenant, au nom de la communauté internationale, on a réentendu aujourd'hui Laurent Fabius dire au ministre irakien, au Premier ministre irakien, vous êtes au pied du mur, maintenant, encore une fois, on exige cet effort de réconciliation nationale, militaire et politique, avec toutes les parties prenantes de la société irakienne. Si vous ne le faites pas, vous irez droit dans le mur. Je dois dire qu'on n'a pas vraiment entendu la réponse du Premier ministre irakien et j'ai peur, encore une fois de plus, qu'on n'ait pas de réponse avant longtemps. Alors Christian, John Kerry était absent physiquement mais présent quand même à cette conférence. Oui, John Kerry était au téléphone, mais celui qui a fait le travail sur le terrain, si je puis dire aujourd'hui, c'était Anthony Blinken, le numéro 2 de la diplomatie américaine, ancien numéro 2 du Conseil national de sécurité à la Maison-Blanche, un des hommes de confiance d'Obama. Alors il a répété, il a dit haut et fort la grand-messe, si je puis dire, unité, détermination à éradiquer Daesh, mais il faut que ce soit les Irakiens qui gagnent la guerre. Tout ça c'est bien, ce sont des belles paroles, mais j'ai peur une fois de plus que ça relève du vœu pieux. Merci Christian Mallard, donc depuis Paris où s'est tenue donc cette conférence sur la Syrie et l'Irak. On va se retrouver dans un instant justement pour continuer d'évoquer les implications de cette lutte contre l'État islamique au moment où l'EI gagne du terrain. On sera avec plusieurs invités, mais je vous rappelle évidemment l'info de cette soirée, la démission annoncée il y a quelques minutes à Zurich de Sepp Blatter. C'est lui-même en personne qui est venu, vous le voyez sur ces images, annoncer qu'il renonçait à son poste alors qu'il venait de se faire réélire, évidemment sous le coup de ce scandale pour corruption qui continue de prendre de l'ampleur, l'enquête américaine qui continue et qui aura sans doute de nouveaux développements dans les mois qui viennent. Décision courageuse, vient de dire à l'instant Platini, pour qui c'était la bonne décision. C'est la toute première réaction donc du président de l'UEFA qui avait appelé Blatter à quitter son poste la semaine dernière. A tout de suite, après la pause. Nouveau coup de théâtre à la FIFA, Sepp Blatter vient d'annoncer ce soir qu'il démissionnait de son poste alors qu'il vient d'être réélu. Évidemment, il tire les conséquences du scandale de corruption qui continue de prendre de l'ampleur puisque son adjoint et numéro 2, Jérôme Valk, a été mis en cause aujourd'hui par un journal américain. De nouvelles élections vont être organisées. La coalition internationale face au constat d'échec dans la lutte contre l'État islamique. La conférence de Paris a réuni aujourd'hui l'ensemble des pays qui luttent contre l'EI. On en parle dans un instant. Et puis cette amende record infligée au Canada à 3 fabricants de cigarettes, 3 géants mondiaux, plus de 11 milliards d'euros au terme d'une procédure collective sans précédent. Alors avant de revenir donc sur cette conférence sur l'Irak et la Syrie, eh bien voyons concrètement comment l'État islamique continue de gagner du terrain et de semer la terreur en Irak par exemple. Il a revendiqué aujourd'hui l'attentat meurtrier commis hier contre une base de la police tout près de Bagdad et l'armée irakienne tente de s'organiser comme elle peut pour reprendre le terrain perdu. Maël Benoliel. En Irak, la situation est toujours aussi chaotique. L'État islamique a revendiqué ce mardi l'attaque sanglante au véhicule piégé contre une base de la police au nord de Bagdad qui a fait 47 morts la veille. En réponse à cet attentat, les forces irakiennes ne devraient plus tarder à lancer une offensive d'envergure contre l'État islamique par l'intermédiaire de ses paramilitaires chiites et ainsi reprendre des mains des djihadistes la ville de Ramadi. Si cette opération atteint ses objectifs, ce sera une rampe de lancement pour entrer dans Ramadi. Je ne sais pas encore ce qui se passera après, Dieu n'en plaise. Si nous parlons trop vite et que l'on n'y arrive pas, ils diront que nous avons échoué. En tout cas, cette opération a pour but de sécuriser la route à l'ouest de Samara et au nord du Tigre. Cela renforcera la sécurité à Bagdad et permettra depuis Ramadi de récupérer Al-Anbar. En marge de cette future offensive, des milliers de volontaires irakiens terminent leur formation militaire. Ces nouvelles recrues auront pour mission de libérer la province de Nineveh.
Nous ne pouvons pas libérer Nineveh seuls, sans le soutien de nos frères kurdes, des Peshmerga, de l'armée irakienne et de la coalition internationale. Si toutes les forces se battent ensemble, la libération de Nineveh se fera rapidement et facilement. Dans les rangs de ces néo-soldats, des chrétiens, des yazidis, mais aussi des volontaires originaires de la région de Nineveh. Le nombre de volontaires prêts à combattre dépasse les 3000 membres. Il y a aussi 8000 autres volontaires qui attendent d'être enrôlés et formés. Nous appelons nos leaders à nous fournir en nouvelles armes afin d'être à force égale avec notre ennemi qui est aujourd'hui reclus dans les centres-villes et qui a un équipement avancé. Reconquérir ces territoires par la terre, tel est le nouveau plan de l'Irak. Les quelques 4000 raids menés par la coalition n'auront pas réussi à arrêter les djihadistes jusqu'à maintenant. Alors, on parle justement des constats dressés aujourd'hui lors de cette conférence qui s'est tenue à Paris avec nos invités. Yitzhak Levanon, bonsoir. Bonsoir, Jean-Charles. Ambassadeur d'Israël. Bonsoir à vous, Patrick Bethan. Vous êtes expert en contre-terrorisme au Centre interdisciplinaire d'Herzliya. Alors, justement, il y a quand même eu un premier constat qui a été fait aujourd'hui, et par les Irakiens eux-mêmes, c'est celui de l'échec, finalement, de la stratégie. Jusqu'à présent, on ne peut que le partager. Je ne crois pas que c'était le but de la rencontre à Paris. Le but de cette rencontre, c'était de convaincre El Abadi, le Premier ministre irakien, qu'il devrait changer de cap de sa politique intérieure de l'Irak pour amener à l'unification généralisée à l'intérieur du gouvernement et de l'État irakien, que ce soit les tribus sunnites avec l'armée qui est très probablement chiite en majorité. Et face à cela, la coalition serait prête à continuer son apport, son soutien à El Abadi. Je crois que ça a été atteint, mais je crois qu'il a fait une erreur, à mon avis, lorsqu'il est arrivé avec une délégation sans un représentant des tribus sunnites et sans un représentant, par exemple, du Kurdistan. Parce que lorsque vous avez besoin que les Kurdes luttent contre l'ISIS ou contre Daesh, ce qu'on appelle, ils l'ont fait carrément, ils ont bloqué l'avance de Daesh, mais lorsqu'il y a des discussions à Paris, vous ne les invitez pas. Donc je crois que l'idée principale, c'est premièrement d'amener à une certaine union interne à l'intérieur de l'Irak pour qu'on puisse lutter contre Daesh. Et la seconde chose, ils ont demandé à l'Abadi de présenter un plan économique, socio-économique et militaire à la fois, au cas où, par exemple, le Ramadi ou Mossoul, où tous les territoires seraient libérés. Qu'est-ce que vous, en tant que Premier ministre irakien, vous allez faire dans ces territoires pour ramener la stabilité et qu'on puisse continuer la lutte contre Daesh? Ça, c'est le but de la réunion à Paris. Patrick Bethan. Je pense qu'il est temps de passer à une offensive terrestre. Et il est clair qu'il y aura beaucoup de morts et beaucoup de blessés. Et il faut comprendre aussi que l'État islamique a aussi changé sa stratégie. La semaine dernière, ils ont commencé à attaquer avec des bombes, des camions-bombes. Et il est clair que il faut adapter et passer à une autre phase qui sera dangereuse. Mais une question que je me pose, c'est comment est-ce que cette coalition qui est tellement impuissante contre l'État islamique est capable de protéger le monde, la communauté internationale, contre la bombe atomique que les Iraniens développent? Comment est-ce que cette communauté est capable, si elle est capable, de trouver une réponse au réseau de terrorisme que l'Iran a développé dans 30 pays, dans 5 continents? Et c'est la question, à mon avis, qu'Obama doit se poser. Ouais. Regardez, au cas où la coalition internationale prendrait la décision d'intervenir avec des forces armées sur le terrain, je crois que la situation peut changer. Et ça pourrait aussi donner une réponse à votre question qui est tout à fait légitime. Et comment on va faire demain s'il y aura la bombe atomique ou autre chose? Regardez, il faut voir la situation, la superficie, le territoire que ISIS ou Daesh domine aujourd'hui, c'est 300 000 km². La France, c'est 500 000 km². Et si je prends par exemple les pays de la Ligue arabe, il est le 11e en tant que superficie. Donc c'est une chose qui est substantielle, c'est une chose qu'il faut faire face à cela. Maintenant, la coalition, elle est en train de bombarder. Ils ont fait, à mon avis, plus de 4000 sorties. Mais ça n'a pas bloqué. Ça n'empêche pas de progresser. Hein. Au contraire, ils ont conquis des territoires. Ramadi, elle est tombée. Et Ramadi, le Premier ministre américain, il a dit qu'on va faire une investigation pour voir une enquête, qu'est-ce qui est arrivé effectivement. Bon, on parle d'une retraite tactique.
Mais on a vu les photos. L'armée irakienne, elle a fui. Secondo, on a vu les gens qui sont dans l'armée irakienne. Ce sont des recrutés qui sont très jeunes, avec aucune expérience. Parce qu'en face, on a les gens de ISIS qui sont venus, qui sont imbués par une idéologie et qui est immense, et qu'ils ont démontré qu'ils sont capables de lutter et de conquérir des territoires. Donc, si on ne va pas changer cette stratégie, ça sera très difficile. C'est pour cela que dans Paris, ils ont dit, premièrement, on va faire l'union. Secondo, on va renforcer les forces et avec les États-Unis, que ce soit avec la Turquie peut-être, ou l'Arabie saoudite, il y a de l'argent. Et que lorsqu'on va arriver à ce point-là, la stratégie serait de reconquérir les territoires et d'établir un État interne pour diriger ces territoires-là. Alors il y a aussi quelque chose sur lequel a mis l'accent aujourd'hui le Premier ministre irakien qui est intéressant, c'est que finalement il a dit c'est pas que notre problème parce que la plupart des combattants de Daesh sont des étrangers aujourd'hui. C'est une majorité, c'est ce qu'il a dit, il a donné des chiffres, 60% d'entre eux seraient des combattants étrangers venus d'Europe notamment. Ça pose un problème aux pays européens. C'est quand même un vrai souci de ne pas arriver à contenir aussi ce flot de djihadistes qui vient renforcer le I. Au point de vue des faits, c'est vrai. Je crois que la question stratégique est que l'Iran développe un couloir terrestre qui passe de l'Iran à l'Irak, à la Syrie, au Hezbollah. Et c'est un danger qu'on a pour Israël, mais c'est aussi un danger stratégique pour ces pays. Et je pose donc à nouveau cette même question. Pas seulement pourquoi qu'on a 60% de ces pays de ces personnes croient en cette idéologie djihadiste, mais qu'est-ce que ces pays font pour prévenir cette situation? C'est un peu un problème. C'est vrai, regardez, c'est un problème, et c'est vrai ce que Abadi a donné en tant qu'argument face à la coalition internationale. Vous m'aidez parce que tous les terroristes, 60% des terroristes viennent de chez vous. Les gens qui sont réunis à Paris. Mais il y a un autre problème aussi, que les États-Unis ne sont pas tout à fait contentes du fait qu'il y a une genre de connivence entre Irak et l'Iran. Et les États-Unis n'aiment pas cela. Le fait qu'elles demandent une certaine unification ou disons, d'amener les tribus sunnites et de faire un État qui ne soit pas un État sectarien, c'est qu'ils veulent mettre fin à l'influence iranienne. Mais ceci ne va pas aider beaucoup les États-Unis parce que, si j'ose utiliser ce mot, entre guillemets bien sûr, les États-Unis meurent pour arriver à un accord sur le nucléaire avec les Iraniens, et dès l'instant que ça va être signé, l'Iran serait un facteur prédominant au Moyen-Orient. Ouais, d'ailleurs, on a vu aujourd'hui ce qu'a dit Rouhani, une déclaration qui n'est pas passée inaperçue. Le président iranien qui a déclaré qu'il resterait l'allié de Damas jusqu'au bout, jusqu'à la fin, ce qui est bien la preuve donc que les Iraniens n'ont pas l'intention de laisser tomber Damas dans la difficulté. Ça aussi, ça montre que l'Iran veut être présent de manière forte. Oui ou non? Parce que la Russie donne moins de soutien maintenant à la Syrie. On a vu que 100 conseillers qu'on a de Russes ont quitté récemment. Ce qui fait que je crois que Assad maintenant commence à paniquer. Et il panique aussi parce qu'il a perdu non seulement ce soutien russe, il a besoin de ce soutien iranien, mais aussi il panique parce qu'il a perdu sa quasi-totalité de son pétrole et de son gaz. 83% sont maintenant dans les mains de Daesh. Ce qui fait qu'il est clair que la Syrie a besoin d'Iran, mais c'est la fin de Assad. C'est sa fin. Ouais. Vous pensez qu'il est sur le point de tomber, Lebanon, Assad? Pas tout. Franchement, non. Je crois qu'il y a des analystes israéliens qui disent que Assad va tomber de façon subite. Ce ne sera pas graduel. Regardez, moi, je ne vois pas les éléments actuels pour une chute du régime. Et je suis un peu je ne sais pas si c'est exactement ce que Rouhani a dit, et c'est qu'ils vont soutenir la Syrie jusqu'à la fin. S'il a utilisé le mot « fin », c'est que les Iraniens savent qu'il y aura une fin. Donc ils pensent que c'est bientôt fini. Ils disent que c'est bientôt fini. Ouais. La seconde chose, il faut voir la situation de nouveau de façon concrète sur le terrain. C'est vrai, Daesh contrôle la moitié de la Syrie. Mais c'est le désert syrien.
ce sont des petites villes, Palmyra, et Hasaka, ici, les grandes villes, que ce soit Alep, ou que ce soit le littoral avec Tartous et avec les Alaouites, que ce soit Damas ou que ce soit autre place, Homs par exemple, ils sont toujours sous contrôle, plus ou moins, du régime de Assad. Deuxièmement, si j'amène le soutien, qui est franchement inconditionnel de la part des Iraniens et de Hezbollah pour le régime de Assad, pas pour les yeux verts de Assad, parce qu'il a des yeux qui sont verts, mais pour les points stratégiques importants pour ces deux, je crois que ce n'est pas pour demain matin. Ça va prendre quelques mois. Bon, il y a eu aujourd'hui une information qui est venue du Liban, selon laquelle Israël avait de nouveau frappé, cette fois à la frontière libano-syrienne, ce qui est quand même très au nord, hein, si on regarde la carte. Ça a été démenti par le Hezbollah. C'est jamais confirmé côté israélien. Vous pensez que c'est plausible ou pas, Patrick Bethan? À mon avis, c'est plausible. Il est fort possible que le Hezbollah ou la Syrie ont passé une ligne rouge et Israël a développé une équation très claire lorsqu'on passe la ligne rouge. Israël attaque. Ouais. Où que ce soit, ça vous semble? Je n'ai aucune raison de ne pas croire à Hezbollah dans ce cas-là. Voilà. Qui a démenti très rapidement, Ouais. ce qui est assez inhabituel, effectivement, qu'il y ait eu une frappe. Donc il faut le croire pour une fois. Ah oui. Merci Yitzhak Levanon, merci à vous Patrick Bethan. Et on parle justement d'armes, puisqu'Israël accueille également cette semaine un salon sur l'armement et la sécurité intérieure des sociétés du monde entier. Y participent, mais on a noté cette année que plusieurs sociétés européennes spécialisées ont préféré prendre leur distance avec cet événement en raison du dossier palestinien. Reportage Mathias Inbar. Plus de 20 délégations de par le monde, 250 compagnies israéliennes et étrangères. Bienvenue à la 7e édition du Salon international de la défense et de la sécurité intérieure à Tel Aviv. Deux angles cette année, tirer les leçons de la récente opération Bordure protectrice et intégrer Israël dans la lutte antiterroriste mondiale. Sur ce dernier point, aucune entreprise française ni britannique n'a fait le déplacement. Et pourtant, il n'y a pas eu de directive de l'Elysée, répond l'ambassadeur de France en Israël. Les entreprises françaises n'ont pas besoin d'autorisation du gouvernement pour venir sur ce type de salon. Et donc moi, ce que je veux dire sans la moindre ambiguïté, c'est qu'il n'y a aucun boycott. Donc les entreprises françaises, si elles sont là ou si elles ne sont pas là, c'est leur décision la plus absolue. Les Israéliens, eux, prennent moins de gants, même s'ils ne se risquent pas à employer le mot de boycott. On fait bien la distinction entre les produits qui attaquent et les produits de défense. On travaille très facilement avec la France, avec la Belgique, avec l'Angleterre, avec l'Allemagne pour le bien qui protège. Ça peut être, on peut voir ici plusieurs compagnies de ces pays. Mais quand on a besoin des armements, des armes, des fusils spécifiques ou des munitions, ce ne sera pas possible de recevoir ça de l'Europe. De son côté, la délégation ukrainienne est la seule délégation présente parmi les ex-États de l'Union soviétique. La Russie a préféré décliner l'invitation. Le Kremlin avait le mois dernier vivement déconseillé à Jérusalem d'aider militairement l'Ukraine. Je sais que la Russie a dit à de nombreux pays de ne pas aider l'Ukraine. Elle l'a fait aussi à l'égard d'Israël. De mon point de vue, l'Ukraine veut commercer avec la Russie, veut avoir des relations de paix avec la Russie. $1 sur 3 vient de là-bas. Lorsque la Russie reviendra à la raison et qu'elle comprendra que nous sommes au XXIe siècle et qu'il vaut mieux coopérer que de se battre les uns contre les autres, les relations seront alors florissantes entre la Russie, Israël et l'Ukraine. Et de la République tchèque qui s'est déplacée en force et pour la première fois en Israël à celle du Japon de manière plus modeste, tous expliquent que les relations sécuritaires et militaires avec Israël sont au beau fixe. Il aura donc été question de défense et d'armement pendant ce salon, mais également de technologies ultra modernes, de collecte de renseignements, dont fait partie cette voiture capable seule de détecter des mouvements à plus de 10 km de distance. Alors que l'Europe cherche des solutions pour accueillir plus de migrants, la France a procédé aujourd'hui à l'évacuation de plusieurs campements illégaux à Calais, dans le Nord, mais aussi en plein cœur de Paris. Myriam Aman. Il est 6h30 mardi matin quand les forces de police se déploient autour de la station La Chapelle à Paris. La circulation est coupée, les migrants installés sous la rame de métro aérien tirés de leur sommeil et rassemblés au centre d'un périmètre de sécurité en attendant leur évacuation. Quand je suis arrivé, les policiers étaient là. Ils m'ont dit qu'ils devaient évacuer les gens qui sont à l'intérieur, mais pas à l'extérieur.
ils ne les ont pas autorisés à entrer. Ils sont plus de 350 originaires du Soudan, d'Érythrée ou encore d'Égypte, entassés depuis des mois dans des conditions sanitaires déplorables. Des gens qui vivent, disons-le très clairement, dans les excréments, dans la crasse depuis des mois et qui n'ont aucune information sur leurs droits. Cette situation devait se terminer. Les migrants ont été conduits dans différents centres d'accueil. 2 tiers de l'hébergement est assuré par la préfecture, 1 tiers par la ville de Paris. Plusieurs associations se sont mobilisées depuis les premières minutes de l'évacuation. Ce sont elles qui sont chargées de répartir les migrants entre les différents centres. Sur les informations qu'on a, des solutions sont mobilisées pour toutes les personnes recensées sur le campement, que ce soit des places en centre d'accueil pour demandeurs d'asile ou des places en centre d'hébergement. Le campement démantelé mardi est apparu l'été dernier entre les stations de métro Barbès et La Chapelle, dans ces quartiers populaires de la capitale. Le nombre de personnes n'a cessé d'augmenter au fur et à mesure des arrivées de migrants sur les côtes italiennes. En Afrique du Sud, la mort d'une touriste américaine de 22 ans suscite une vive émotion. La jeune femme a été attaquée par un lion dans un parc animalier alors qu'elle avait laissé la fenêtre de sa voiture ouverte malgré l'interdiction formelle. Maël Benoliel. Un drame épouvantable dans un parc animalier de Johannesburg. Une touriste américaine de 22 ans en vacances en Afrique du Sud est morte ce lundi, attaquée par un lion. La jeune femme, accompagnée par un guide, a été mortellement mordue par le prédateur alors qu'elle tentait de prendre des clichés de l'animal depuis son véhicule, fenêtre ouverte. Ils étaient en voiture dans l'un des enclos lorsqu'une lionne s'est approchée du véhicule par la gauche. Selon des témoins, l'animal marchait lentement vers la voiture quand celle-ci s'est arrêtée à 1 mètre de lui pour permettre à la dame de prendre des photos. À ce moment-là, la bête a sauté vers la voiture et a mordu la jeune femme à travers la fenêtre qui était ouverte. Immédiatement après l'attaque, le personnel du parc se rend dans l'enclos pour chasser la bête. Les secours sont appelés en renfort. Le conducteur n'est que modérément blessé, mais la touriste succombe rapidement à ses blessures. Un drame qui aurait pu être évité. Nous remettons à tous une feuille de papier à l'entrée du parc pour dire aux visiteurs de ne pas rouler fenêtre ouverte. Et nous leur expliquons pourquoi. Il semblerait que tout le monde ne respecte pas les instructions. Mais pour la police sud-africaine qui a ouvert une enquête, ce safari aurait fait preuve de négligence. Il faut dire que ce n'est pas la première fois que le Lion Park de Johannesburg fait la une des médias locaux. En mars dernier, un Australien avait déjà été blessé par un lion dans les mêmes conditions. De son côté, la direction affirme que le parc restera malgré tout ouvert au public. L'animal, quant à lui, va être placé en isolement jusqu'à nouvel ordre. On revient à présent sur l'information de la soirée. On vous en a parlé évidemment en ouverture de ce grand direct. Sepp Blatter qui annonce sa démission. C'était à Zurich tout à l'heure, juste avant donc 20h ici, 19h européenne. Sepp Blatter qui tire les conséquences de ce scandale pour corruption qui a éclaté la semaine dernière. Il avait été réélu vendredi alors que le scandale avait déjà éclaté. Mais les derniers développements et semble-t-il les révélations d'aujourd'hui dans le New York Times qui le mettait en cause, en tout cas indirectement, par le biais de son secrétaire général, Jérôme Valk, eh bien, ont eu raison de son mandat à la FIFA qui avait démarré en 98. Rudy Saada, on vous retrouve. Vous suivez donc sur les réseaux sociaux les réactions, les premières réactions, et il y en a déjà une très importante. Oui, très importante, puisque c'est celle de Michel Platini, président de l'UEFA. On attendait cette réaction, et voilà, il salue une décision difficile et courageuse, mais une bonne décision pour donc saluer à sa manière le départ de Sepp Blatter. Il avait appelé à démissionner la semaine dernière. Publiquement, et qu'il avait effectivement demandé publiquement. Alors sur internet il y a une image qui est énormément relayée. Elle a été dégotée par Leonardo Bertozzi, c'est un journaliste italien. Regardez, c'est Blatter qui sort par la petite porte, tout un symbole, cette photo qui est énormément partagée sur les réseaux sociaux. Il y a 10 minutes, il y avait encore plus de 300 retweets. Alors d'autres parlent d'une mascarade, une semaine après avoir été élu, une démission. Le football va mal, nous dit Damien Chédeville. Et puis voilà, je vous parlais de cet appel au ménage, cet appel très clair des internautes, des fans de football à faire un vrai ménage, puisque Blatter n'est que le président de tout un système.
Voilà, il dit que ceux qui ont voté à la réélection de Blatter démissionnent aussi de leur fédération. Et puis beaucoup se demandent effectivement ce qui a fait basculer la situation aujourd'hui. Pour Clément, il y a anguille sous roche. Pourquoi une démission comme ça? Et puis pour Snob Saibot, Blatter n'a pas démissionné volontairement. Il en est persuadé. Avec le temps, on va en savoir plus sur les dessous de cette mascarade. Et puis vous savez, Internet, c'est aussi l'humour. Et vous avez cette photo de Michel Platini. Justement, on en parlait en début de chronique. Eh bien, Michel Platini, voilà, qui dit: Michel, une réaction suite à la démission de Blatter. Comment voyez-vous la suite? Eh bien, comme un vainqueur, avec cette photo qui date de 1984, lorsqu'il avait soulevé la Coupe d'Europe des Nations. Et puis on termine avec un jeu de mots, parce qu'il y en a énormément sur Sepp Blatter, un jeu de mots qui fait référence à Roland Garros. Double tremblement de terre en Suisse. Wawrinka bat Federer pour la première fois en Grand Chelem. Blatter démissionne. Jeu, Sepp et match. C'est vrai que Wawrinka vient de battre Federer en 3-7 en plus à Roland Garros, c'est un vrai événement. Ça aussi, on vous montrera les images tout à l'heure dès qu'elles vont nous parvenir. Merci Rudy Saada. Et peut-être Platini, effectivement, c'est une opportunité peut-être pour lui de se présenter à la FIFA. Ça sera entre décembre et mars. Voilà, donc il a le temps de réfléchir, mais c'était une opportunité, peut-être une éventualité pour lui qui avait pensé il y a de cela quelques années. Merci Rudy Saada. Voilà les toutes premières réactions sur les réseaux sociaux, évidemment, après cette annonce majeure donc qui constitue donc la démission de Sepp Blatter de la présidence de la FIFA où il était en poste depuis 1998. On évoque à présent cette catastrophe maritime terrible en Chine la nuit dernière. Un bateau de croisière a sombré sur le Yangtze, le plus long fleuve chinois. Plusieurs centaines de passagers étaient à bord et pour l'instant, eh bien, très peu ont été retrouvés. On craint un bilan particulièrement lourd. Myriam Aman. Cela devait être une croisière de plaisance pour un groupe de retraités chinois. Ce sera peut-être l'une des pires tragédies du Yangtze. L'Étoile de l'Orient a sombré lundi avec à son bord 458 passagers et membres de l'équipage. Seule une dizaine de personnes a pu être sauvée. Le Premier ministre chinois s'est rendu sur place pour coordonner les opérations de sauvetage. Mais les chances de retrouver des survivants sont très minces. Le naufrage a eu lieu en pleine nuit à l'heure où les passagers dormaient dans leur cabine. La plupart des touristes étaient des retraités chinois âgés de 50 à 80 ans. Ils participaient à une croisière de 4 jours, classique, sur le plus long fleuve de Chine. À une journée de la destination finale, le mauvais temps s'est transformé en tempête, puis en ouragan tropical, avec des vents violents et plus aucune visibilité. L'Étoile de l'Orient s'est alors retournée et a sombré en moins de 2 minutes, selon le capitaine, l'un des rescapés de la catastrophe. Le bateau de 76 mètres de long pouvait embarquer plus de 500 passagers. La surcharge n'est donc pas la cause du drame. La navigation sur le fleuve Yangtze, réputée moins dangereuse depuis la construction du grand barrage, reste néanmoins soumise aux aléas climatiques. Bras de fer judiciaire en vue entre le Front National et le Qatar. L'Émirat a décidé d'attaquer en diffamation l'un des hauts dirigeants du FN qu'il a accusé de soutenir le terrorisme. Eh bien, le FN promet de riposter lors de l'audience. Léa Volbert. Le Front National s'apprête à faire le procès du Qatar. Ce sont les mots employés par Marine Le Pen ce mardi matin dans une interview accordée à iTélé. Mais bien avant ces déclarations, le 2 avril dernier, le Qatar avait lui-même pris l'initiative de déposer une plainte en diffamation contre Florian Philippot. En janvier, peu de temps après la série d'attentats, le vice-président du FN avait accusé Doha de financer le djihadisme. Tant mieux, nous allons nous servir de ce procès pour démontrer ce qu'est le Qatar, pour démontrer que c'est une puissance qui a financé les fondamentalistes islamistes. Marine Le Pen affirme par ailleurs détenir toutes les preuves nécessaires et les réserver à la justice. Selon elle, des dizaines de rapports, et notamment des rapports des services de renseignement français, expliquent que le Qatar finance le djihadisme dans le monde entier. Et d'ajouter que des dizaines de témoins seraient prêts à venir démontrer l'agissement de l'Émirat. Ça permettra de voir qui est complice du Qatar. Moi, quand je vois que l'un des avocats du Qatar est très proche de François Hollande, de Jean-Pierre Mignard, qui est président du comité d'éthique du Parti socialiste, et que l'autre, Francis Spinner, qui est l'avocat de Copé et de Juppé, je me dis qu'on a encore une très belle démonstration de l'UMPS. Florian Philippot a quant à lui réagi sur France Info. Il qualifie le Qatar de dictature islamiste susceptible de dicter sa loi, ses débats et ses prises de position à la vie politique française. Un appel aux démocrates de tous bords parce que cette affaire touche à des principes républicains et démocrates extrêmement graves. Il n'a pas à dicter sa loi à la France, aux élus français, aux journalistes, aux défenseurs des droits de l'homme dans mon pays.
Le Qatar a rappelé dans un communiqué qu'il avait fermement condamné les attentats de janvier et témoigné de sa solidarité avec la France. Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères, a de son côté fait savoir que des enquêtes précises des services de renseignement français avaient permis de disculper le Qatar de tout soupçon de financement de groupes djihadistes. On va se retrouver dans une dizaine de minutes pour évoquer les commémorations prévues demain en Israël, un an après l'enlèvement et le meurtre des 3 adolescents israéliens qui avaient déclenché ensuite la guerre avec Gaza. Cela correspond à l'année hébraïque. Demain, on sera avec des invités pour en parler. Dans un instant, nouveau point sur l'actualité, notamment la FIFA, avec Julien Baloul. À tout à l'heure. Retour du grand direct et on évoque à présent les 1 an de l'enlèvement et de l'assassinat de ces 3 adolescents israéliens qui faisaient du stop dans le Gush Etzion. La date coïncide avec donc la journée de demain, mercredi, selon le calendrier hébraïque. C'était le 12 juin selon le calendrier civil et des commémorations vont avoir lieu en Israël. Demain, certaines ont même commencé ce soir. C'est le cas dans le Gush Etzion, notamment dans le centre d'études talmudiques que fréquentaient ces 3 adolescents juste avant leur assassinat. Et où vous vous trouvez, Léa Berdugo, bonsoir. Je me trouve ici dans le bloc d'implantation du Gush Etzion en Cisjordanie. C'est ici précisément qu'il y a 1 an, Naftali Frankel, Gilad Shaer et Eyal Ifra ont été enlevés et tués. Et ici même, plusieurs dizaines de jeunes se sont rassemblés pour prier et commémorer la mémoire de ces 3 adolescents. Alors nous nous trouvions un peu plus tôt sur l'intersection, le lieu où ont été enlevés les 3 adolescents. Eh bien, les Israéliens continuent à faire de l'autostop. Ils disent ne pas être effrayés par ce qui s'est passé l'année dernière. Bien sûr, ils demandent plus de sécurité, mais nous nous sommes entretenus avec les autorités qui disent que cela est pourvu, que les autorités font leur possible pour assurer la sécurité des Israéliens implantés ici en Cisjordanie. Voilà, les commémorations vont se poursuivre demain, notamment à Jérusalem, au sein de la résidence du président de l'État, Reuven Rivlin. Alors on va revenir donc sur cet événement tragique qui s'est produit il y a tout juste 1 an et sur tout ce qu'il a impliqué en Israël et qu'il continue encore aujourd'hui de susciter. On le verra demain avec cette journée donc de l'unité qui sera placée sous le signe de la commémoration. Pour en parler ce soir, j'accueille le rabbin Ben Ishaï, bonsoir. Vous êtes rabbin de la communauté francophone de Jérusalem, merci d'être avec nous. Daniel Haïk, bonsoir. Il faut expliquer effectivement qu'on a choisi, peut-être pas par hasard, mais demain cela coïncide avec la date du calendrier hébraïque de l'enlèvement il y a 1 an de ces 3 adolescents. Il y a une journée de l'unité demain. Voilà, alors l'enlèvement et l'assassinat, puisqu'on le sait, ils ont été assassinés tout de suite après avoir été kidnappés. Et donc, à l'initiative des familles, à l'initiative du ministère de l'Éducation et d'un mouvement qui s'appelle Gesher, qui a pour objectif de rapprocher les différentes composantes de la société israélienne, eh bien, une grande journée de solidarité, d'unité nationale a été organisée. Elle va se traduire par une cérémonie officielle à la présidence de l'État, en présence du président Reuven Rivlin, qui va remettre une forme de une sorte de prix à la mémoire des 3 jeunes garçons qui ont été donc kidnappés et assassinés, prix d'unité de Jérusalem et de l'unité nationale au nom des 3 jeunes. Et puis il va y avoir un peu partout, à travers différents centres communautaires à travers le pays et peut-être même dans certaines classes, dans certaines écoles, on va rappeler ces journées particulières au cours desquelles effectivement on a pu assister à une véritable unité nationale, un élan de solidarité au sein de l'ensemble de la nation, presque quasiment sans précédent. On a vu des phénomènes tout à fait surprenants, parfois souvent émouvants, comme par exemple, Yair Lapid, qui était à l'époque ministre des Finances, qui est très laïque, on le sait, a reconnu auprès de Racheli Frankel, la mère de Naftali Frankel, qu'il avait pour la première fois pris un livre de psaumes et récité des prières, alors qu'il n'avait jamais fait depuis sa communion, depuis sa bar mitzvah. Il y a eu des manifestations, des rassemblements devant le mur occidental à Jérusalem, sur la place Rabin, des dizaines de milliers de personnes sont sorties dans les rues. Et je crois qu'on peut dire que toute la nation a été impressionnée par la dignité de ces 3 mères qui, avec beaucoup de courage, beaucoup de dignité, donc on fait face à l'incertitude d'abord et puis à la douleur d'apprendre la disparition de leurs enfants. On a vécu véritablement dans ces 18 jours
jour entre le 12 juin et le 30 juin une période d'unité nationale quasiment sans précédent, et c'est ce que les initiateurs de cette journée voudraient répéter aujourd'hui pendant au moins 24 heures. Alors justement, on va en parler avec vous, Rav Ben-Ishai. C'est vrai que c'est un événement, malheureusement, autour de drames tels que celui-là. Vous en avez vécu un de très près, évidemment, avec la tuerie d'Itamar, votre propre fille, et vos petits-enfants, votre gendre, qui ont été assassinés aussi par des terroristes palestiniens. Qu'est-ce que cela montre, à votre avis? Cela montre que autour de drames comme cela, il y a une unité qui se crée et qu'on dépasse là toutes les barrières politiques, religieuses? Je pense que dans ces moments qui sont en même temps terribles et en même temps de grands moments, le peuple qui est revenu sur cette terre fait réapparaître la cohésion fondamentale qui l'a amené à se reconstituer en tant que nation. Et il y a une épreuve. Je pense que tout le monde est en admiration et devant la noblesse des familles qui ont été atteintes. Et en même temps, le sentiment que ce ne sont pas seulement eux qui ont été atteints. Le peuple d'Israël retrouve à ce moment-là sa dimension totale, le sentiment d'être une seule et même famille. Pendant longtemps, 2000 ans, il y a eu un exil, il y a eu une dispersion. Aujourd'hui, on a retrouvé notre dimension de peuple. Et ça vient s'exprimer précisément dans ces moments d'épreuve. On a remarqué, et on le voit jusqu'à aujourd'hui, combien ces trois familles sont apparues comme avec un seul et même message, demander à tout le monde de se retrouver au-delà de toute discussion, au-delà de toute division, parce qu'il y a des choses fondamentales qui sont un dénominateur commun à tous ceux qui veulent vivre ici, avec des aspirations énormes de trouver tranquillité et harmonie, et de faire apparaître des valeurs qui soient le bien, la justice, et ces enfants-là qui étaient des gens jeunes, qui avaient comme horizon des idéaux extrêmement élevés. On a trouvé, après leur mort, malheureusement, on a trouvé des choses qui ont été écrites par eux. On voyait combien ils étaient portés par des idéaux extrêmement hauts. Et on retrouve à chaque fois, malheureusement, cette situation où des gens de très haute qualité payent gratuitement de leur vie l'expression du mal qui lui est gratuit. Ouais. Alors c'est vrai que pour les familles, on a vu c'était toujours cette dignité qui ressortait, et demain encore il y aura des événements qui montreront à la fois le message que veulent envoyer ces familles, qui est celui évidemment toujours d'honorer la mémoire, mais sans aucune soif de vengeance. C'est ça, sans aucune soif de vengeance, c'est ce qui a aussi beaucoup marqué l'ensemble de la population israélienne, et je crois que quelque part il y a là aussi une forme de message que ces familles, les trois mères en particulier, ont fait passer l'an dernier, et je crois que c'est un message qui a une importance, on va dire même sécuritaire, c'est-à-dire que peut-être qu'à l'époque le Hamas considérait qu'il était facile de capturer, d'enlever des jeunes Israéliens sur le bord de la route, et quelque part face à la force de caractère de ces trois familles, face à l'unité nationale qui s'est forgée autour de cet enlèvement, eh bien quelque part il n'est pas impossible que le Hamas ait pris conscience que c'était peut-être plus difficile que cela, qu'il y avait dans cette force de cohésion de l'État, de la nation d'Israël, un frein qui empêchait le Hamas, qui empêchait les organisations terroristes de continuer à perpétrer ce genre de crimes. Vous savez, on a parlé il y a quelques jours du 15e anniversaire du retrait israélien du Sud-Liban, avec un discours qui avait été prononcé par Hassan Nasrallah au lendemain de ce retrait précipité, unilatéral de l'armée israélienne du Sud-Liban. Il avait qualifié la société israélienne
de toile d'araignée qui souffle au gré du vent et qui s'éparpille au gré du vent. Et bien, quelque part, on peut dire que la réponse à ce discours de Hassan Nasrallah, elle est venue de ses familles, elle est venue de cette nation israélienne qui a fait face à l'adversité avec beaucoup d'unité. Rav Benisha, justement, il y a eu Itamar, il y a eu ce Gush Etzion. Toujours des victimes innocentes, très jeunes, comme on le voit là, qui payent un prix. Est-ce qu'à votre avis, il y a est-ce que on peut dire que ça sert une cause? Est-ce que ça sert à quelque chose ensuite pour le peuple qui en est victime? Parce qu'il y a toujours des victimes, évidemment. Il est clair que ceux qui subissent ces attentats ont voulu vivre et ont voulu propager le bien. Ce ne sont pas eux qui ont choisi d'être des victimes et donc ils n'ont pas choisi de servir de cette façon, en tout cas, une cause qui est élevée. Le peuple d'Israël est revenu sur sa terre. C'est une chose qui a été reconnue par les nations et ça demande des sacrifices. Je pense qu'il y a une grande différence entre le temps où nous étions livrés à la bonne volonté de tout celui qui voulait nous agresser. Aujourd'hui, nous avons non seulement la capacité de nous défendre, mais nous avons surtout des valeurs morales qui, à mon avis, suscitent l'admiration de tout celui qui voit, comme vous venez de l'indiquer, les réactions de ces familles. Et je pense que l'essentiel de la force de notre peuple tient précisément dans ses valeurs morales. Très souvent, j'imagine que l'ennemi de notre État veut nous faire basculer dans une situation où on abandonnerait ses valeurs fondamentales. Et je pense qu'une des choses les plus extraordinaires, c'est que précisément dans ces épreuves qui sont terribles au niveau individuel et même au niveau collectif, ces valeurs réapparaissent avec encore plus de force. Et en cela, on peut dire que le peuple d'Israël, en fait, a réussi à traverser cette épreuve avec beaucoup de foi et beaucoup de mérite. Il y a un débat pourtant aujourd'hui qui est porté à la Knesset, Daniel Haïk, par l'ancien ministre Avigdor Lieberman, qui n'est plus dans la coalition aujourd'hui, qui lui avait annoncé qu'il voudrait faire voter un amendement pour la peine de mort rétablie pour les terroristes. Ça a peu de chances d'aboutir, évidemment, puisqu'en Israël, la peine de mort... La peine de mort pour des civils n'existe pas. Elle existe dans un certain contexte pour les militaires au niveau de l'administration militaire, mais elle n'a jamais été mise en application, bien entendu. On a parlé hier, puisqu'on a parlé du 50e anniversaire de la pendaison d'Adolf Eichmann, c'est le seul cas où la peine de mort a été mise en application, et c'est un cas tout à fait particulier. Effectivement, dans la société israélienne d'aujourd'hui, on a le sentiment que quelque part, il y a, on va dire, peut-être une forme de bonté qui peut-être freine cette mise en application. C'est la possibilité de voter une telle loi, mais il faut rappeler que quelque part, la société israélienne fait face à une adversité extrêmement cruelle, et on est dans un contexte régional extrêmement difficile avec des Daesh et des Al-Nosra et des Al-Qaïda autour de nous, et face à cela, Israël fait passer un message de vie avant tout, et je crois que c'est aussi important. C'est l'avis du rabbin aussi sur ce thème-là, parce que la peine de mort, c'est un débat très moral aussi qui est posé. C'est un débat très moral. Je pense qu'il est important que ceux qui viennent effectuer des crimes tellement horribles, avec des familles en attente, qui espèrent encore voir leurs enfants et qui finalement sont déçus 18 jours plus tard de savoir que le même moment où ils ont été kidnappés, ils ont déjà été assassinés. Il est important qu'il y ait le sentiment que les bons doivent être récompensés, les mauvais doivent être punis, et quand on arrivera à tracer une ligne de démarcation très précise entre le bien et le mal, tout le monde en profitera et tout le monde saura qu'on doit vivre dans un monde qui est plus juste et plus moral. Merci Rav Benisha d'être venu témoigner dans ce studio ce soir. Merci Daniel Haïk. Évidemment, ces commémorations qui vont se poursuivre demain. On en reparlera. Merci à vous.
Allez, on va se quitter avec un peu plus de légèreté. On vous propose une visite de l'un des endroits les plus prisés par les touristes à Tel Aviv actuellement. C'est le fameux marché aux puces de Yafo. Reportage Benjamin Le Suef. C'est le plus vieux marché de la ville. Véritable paradis pour les chineurs, on trouve de tout aux puces de Jaffa. Antiquités, babioles, occasions en tout genre, restauration de meubles. Si le chouk Apishpishim de Jaffa est une institution depuis plus de 250 ans, il est aussi, depuis son rattachement à Tel Aviv, l'emblème d'une cohabitation entre juifs et arabes. Le quartier vit également depuis plusieurs années une mutation sociale auquel les commerçants des puces font parfois face avec difficulté. Ça change, ça devient plus un endroit pour s'amuser que pour acheter. Les affaires ne sont pas bonnes. Nous avons bien moins de travail aujourd'hui, mais que pouvons-nous y faire? Certains quittent le marché. Face à la demande d'une population plus aisée, les antiquaires sont de plus en plus tentés de céder leurs locaux à prix d'or. Les restaurateurs, les boutiques de mode ou de décoration branchées les remplacent. Peu à peu, le chouk change de visage. En 2008, les prix étaient vraiment bas. Les gens pouvaient louer ou acheter des maisons dans le quartier des puces pour moins d'1 million de shekels. Aujourd'hui, vous n'avez aucune propriété à ce prix, pas même une petite boutique. La hausse des prix de l'immobilier entraîne un déplacement des habitants les plus pauvres. Un phénomène bien connu des urbanistes qui ne se réduit pas aux puces. Comme le nord de Paris, Brooklyn et bien d'autres villes à travers le monde, le sud de Tel Aviv n'est pas en reste et sans bourgeoise. Il y a eu une décision de la mairie selon laquelle il y aurait au maximum 25% de restaurants et d'espaces dédiés à l'alimentation pour chaque rue. Cela laissera donc pour les autres 75% de l'espace commercial avec, espérons-le, des prix abordables pour les gens des puces. La pire chose qui puisse arriver, ce serait que les classes les plus basses disparaissent de la ville. Il n'y a pas une ville au monde qui puisse exister sans toutes les catégories de population. Si la mairie a pris conscience du phénomène, les efforts doivent être maintenus pour faire perdurer la mixité sociale et laisser aux puces de Jaffa toute leur authenticité. Voilà, un nouveau journal à venir, c'est avec Julien Baloul dans un instant. Bonne soirée.